Dans le noir absolu de la boulangerie, Madame Héloïse Martin pétrissait quelque chose qui n'aurait jamais dû être transformé en pain. Ses mains, blanches de farine jusqu'au coude, pressaient la masse avec une violence silencieuse, et dans l'obscurité précédant l'aube, on aurait pu jurer entendre autre chose que le bruit de la pâte. Un murmure étouffé peut-être, ou le craquement de quelque chose qui résistait encore. Grenoble, 1909. Une femme. Une boulangerie. Et des disparitions que personne n'osait relier entre elles. Ce que vous allez découvrir n'a jamais été raconté, parce que la vérité, parfois, sent le pain chaud et cache l'innommable. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Le froid de février mordait les pierres de Grenoble, avec une cruauté particulière cette année-là. Les montagnes qui encerclèrent la ville semblaient plus proches, plus sombres, comme si elles se refermaient lentement sur les ruelles étroites du quartier Saint-Laurent. À 4 heures du matin, quand la plupart des habitants dormaient encore sous leurs édredons de laine, la petite boulangerie de la rue des Clercs s'illuminait déjà d'une lueur tremblante. Héloïse Martin n'allumait jamais toutes les lampes. Une seule bougie posée sur le rebord de la fenêtre donnant sur l'arrière-boutique suffisait à projeter des ombres dansantes sur les murs de pierre humide. Elle préférait travailler dans la pénombre, disait-elle aux rares personnes qui posèrent la question. La lumière fatiguait ses yeux, mais ceux qui l'observaient depuis le trottoir d'en face, cachés derrière les volets entr'ouverts, savaient qu'il y avait autre chose dans ce choix, quelque chose de délibéré, de nécessaire. Ce matin-là, comme tous les autres, Héloïse portait sa robe de travail grise, celle qui descendait jusqu'aux chevilles et dissimulait entièrement sa silhouette mince. Ses cheveux, d'un châtain terne qui commençait à grisonner aux tempes, étaient tirés en un chignon si serré qu'on voyait la peau tendue de son crâne. Elle avait 38 ans, mais son visage en portait 10 de plus. Des rides profondes encadrèrent sa bouche, creusée non par le rire, mais par quelque chose d'autre, une tension permanente, comme si elle serrait constamment les dents pour retenir des mots qui ne devaient jamais sortir. La Macéira, cette immense cuve de bois où elle pétrissait son pain, trônait au centre de l'arrière-boutique comme un autel. Le bois était ancien, presque noir, à force d'avoir absorbé des années de farine et d'eau, de sueur et de silence. Héloïse y versait toujours les mêmes ingrédients. Farine de froment achetée au moulin Bertrand, eau du puits communal, le vin qu'elle entretenait depuis 15 ans, sel de Guérande. Rien d'extraordinaire. Rien qui puisse expliquer pourquoi son pain avait ce goût si particulier. Cette densité inhabituelle, cette façon de rester frais pendant des jours alors que les autres miches durcissaient en quelques heures. Mais ce matin-là, en plongeant ses mains dans la farine, Héloïse sentit quelque chose de différent. Une résistance, un refus. La pâte, d'habitude si docile sous ses paumes expertes, semblait vouloir s'échapper, se contracter, comme si elle contenait quelque chose de vivant qui tentait de remonter à la surface. Elle s'arrêta, les mains immobiles au-dessus de la cuve. Son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air glacé de la boulangerie. Le four allumé depuis 1 heure ronronnait dans son coin, mais sa chaleur n'atteignait pas cette partie de la pièce. Jamais. « Tais-toi » murmura-t-elle à la pâte, si bas que même les murs n'auraient pu entendre. « Tu n'as pas le droit. Pas maintenant. » Dehors, dans la rue des Clercs, le jour commençait à poindre, un gris sale, typique des matins d'hiver grenoblois où le soleil n'était qu'une promesse lointaine derrière les nuages bas. Les premières silhouettes apparaissaient aux fenêtres des maisons voisines. Bientôt, les clients viendraient frapper à sa porte, comme ils le faisaient chaque matin depuis des années, attirés par cette odeur incomparable qui s'échappait de sa cheminée. Héloïse reprit son pétrissage avec une énergie renouvelée, presque violente. Ses doigts s'enfonçaient dans la masse élastique, la retournaient, la comprimaient, l'écrasaient contre le bois de la cuve. Un rythme régulier, hypnotique, qui aurait pu être celui d'un cœur battant, ou celui d'un enterrement. Elle pensait à Monsieur Gaspard, le boucher de la rue adjacente, à sa façon de la regarder 3 semaines auparavant, quand elle était passée devant son étal, ce sourire narquois qu'il lui avait lancé, accompagné d'un commentaire à voix basse à l'intention de son apprenti. « La veuve Martin, elle doit être bien seule dans sa boulangerie, tu crois pas? Peut-être qu'elle a besoin de compagnie. » Les rires gras qui avaient suivi, l'humiliation qui lui avait brûlé les joues. Monsieur Gaspard n'était pas venu acheter son pain depuis 1 semaine. Sa boutique restait fermée. Certains disaient qu'il était parti voir sa sœur à Lyon, sans prévenir personne. D'autres chuchotaient qu'il avait peut-être des dettes de jeu,
qu'il avait fui la ville pendant la nuit. Personne ne posait vraiment de questions. Les gens disparaissaient parfois à cette époque. C'était ainsi. Héloïse forma la première miche avec des gestes précis. Une boule parfaite, lisse, qu'elle déposa sur la planche de bois fariné. Puis une deuxième, une troisième. Ses mains travaillaient seules, guidées par une mémoire musculaire qui ne nécessitait plus de réflexion consciente. Elle pouvait laisser son esprit vagabonder pendant que ses doigts accomplissaient leur office. À 6 heures, elle ouvrit la porte de la boutique. Le froid s'engouffra immédiatement, chassant l'odeur de levain et de fumée pour la remplacer par celle, métallique, de la neige qui menaçait. Une petite file s'était déjà formée devant le seuil. Madame Bertillon, la couturière, en tête, emmitouflée dans son châle de laine noire. Derrière elle, le jeune Félix, apprenti chez le maréchal Ferrand, qui venait chercher le pain pour son patron, et puis d'autres visages familiers, marqués par le froid et l'attente. « Bonjour, Madame Martin », lança Madame Bertillon de sa voix aiguë. « Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors, mais votre pain, lui, vaut tous les sacrifices. » Héloïse esquissa ce qui ressemblait à un sourire. Ses lèvres bougèrent, révélant brièvement des dents jaunies par le tabac qu'elle mâchait en secret, la nuit, quand personne ne pouvait la voir. « Entrez, entrez, j'ai ce qu'il faut pour vous. » Elle servit ses clients avec l'efficacité mécanique qui la caractérisait. Pas de bavardages inutiles, pas de curiosité feinte sur les ragots du quartier, juste des gestes précis, un échange d'argent contre du pain et la porte qui se refermait déjà sur le client suivant. Certains trouvaient son attitude étrange, presque déplaisante. D'autres la mettaient sur le compte du veuvage. Son mari était mort 10 ans plus tôt, disait-on, d'une pneumonie foudroyante et de la solitude qui rongeait les femmes sans famille. Mais il y avait quelque chose d'autre dans le regard d'Héloïse Martin, quelque chose que même les plus observateurs ne parvenaient pas à nommer, une sorte de vide, ou peut-être au contraire une plénitude trop dense, trop lourde, comme si elle portait en elle plus que ce qu'un seul être humain devrait contenir. À midi, quand elle ferma boutique pour sa pause, elle retourna dans l'arrière-boutique et contempla la massaïra. La cuve était vide maintenant, nettoyée, prête pour la prochaine fournée du lendemain. Mais au fond, là où le bois était le plus sombre, le plus imprégné, elle voyait encore les traces, des marques presque imperceptibles, des stries qui ressemblaient à des griffures, comme si quelqu'un avait essayé de s'accrocher au bois, de résister à la dissolution. Héloïse s'agenouilla lentement, ignorant la douleur qui lui transperçait les genoux sur le sol de pierre froide. Elle passa ses doigts sur ces marques, les caressa presque tendrement. Puis elle ferma les yeux et murmura quelque chose dans un dialecte que plus personne ne parlait à Grenoble depuis 3 générations. Des mots que sa grand-mère lui avait appris avant de mourir dans des circonstances que la famille n'évoquait jamais. Dehors, la neige commença à tomber. De gros flocons lourds qui étouffaient tous les sons, transformant la ville en un tableau monochrome et silencieux. Et dans ce silence, si on tendait bien l'oreille, on aurait peut-être pu entendre quelque chose d'étrange venant de la petite boulangerie de la rue des Clercs, un bruit de pétrissage, alors qu'il n'y avait plus de pâte à travailler, un murmure rythmique, comme une prière ou une confession. Et le craquement très léger du bois qui absorbait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû contenir. Héloïse rouvrit les yeux. Il brillait d'une lueur qui n'était pas tout à fait celle des larmes, ni tout à fait celle de la folie. Quelque chose entre les deux peut-être. Quelque chose qui n'avait pas de nom dans le vocabulaire des gens ordinaires. Elle se releva, s'essuya les mains sur son tablier déjà maculé de farine et se prépara un thé amer qu'elle but debout, face à la fenêtre donnant sur la ruelle arrière. Il n'y avait personne. Il n'y avait jamais personne dans cette ruelle. C'était l'un des endroits les plus discrets de Grenoble, coincé entre 2 bâtiments aveugles, où même les chiens errants ne s'aventuraient pas. Un endroit parfait pour certaines choses. Un endroit parfait pour garder des secrets. 3 jours après la première neige, un jeune homme frappa à la porte de la boulangerie. Il était à peine 7 heures du matin et Héloïse venait juste de sortir sa première fournée du four. L'odeur qui s'échappait de la cheminée était si intense qu'elle flottait dans toute la rue, se mêlant à la fumée des autres cheminées pour créer un brouillard odorant qui donnait faim même à ceux qui venaient de déjeuner. Le jeune homme s'appelait Mathieu Chevalier, 22 ans, arrivé de Lyon la veille au soir, avec pour tout bagage une valise de carton bouilli et une lettre de recommandation froissée de son ancien employeur. Il cherchait du travail, n'importe quel travail, et quelqu'un au café de la place Grenette lui avait dit que la boulangère de la rue des Clercs était peut-être en quête d'aide. Son dernier apprenti était parti sans explication, paraît-il. Héloïse ouvrit la porte
et le jaugea du regard. Grand, maigre, avec des yeux noisettes trop larges dans un visage encore juvénile, malgré les premiers signes d'une barbe naissante. Des mains grandes, abîmées par le travail manuel, des épaules voûtées, comme celles de quelqu'un qui a l'habitude de se faire discret. « Parfait. Vous cherchez un apprenti ?» demanda Mathieu en ôtant sa casquette élimée. Sa voix tremblait légèrement, trahissant sa nervosité. « Peut-être, » répondit Héloïse sans expression. « Vous connaissez quelque chose au pain? Mon oncle était boulanger à Villeurbanne. J'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Il est mort l'année dernière. » Elle hocha la tête lentement. « Entrez. » L'intérieur de la boulangerie surprit Mathieu. Il s'était attendu à quelque chose de chaleureux, de vivant, comme celle de son oncle, où l'on entendait constamment des rires et des conversations. Mais ici, c'était différent, silencieux, presque austère, malgré l'odeur alléchante du pain frais. Les murs de pierre nue, le comptoir de bois sombre, les quelques étagères où s'alignaient les miches dans un ordre parfait, presque militaire. Et cette lumière étrange, tamisée, qui semblait absorber plus qu'elle n'éclairait. « Vous commencez demain matin. 4 heures, annonça Héloïse sans préambule. Je paie 8 francs par semaine, nourri le midi. Vous ne posez pas de questions, vous faites ce que je dis, et vous ne parlez à personne de ce qui se passe dans cette boulangerie. C'est clair ?» Mathieu cligna des yeux, déstabilisé par la brutalité de l'échange. Mais il avait besoin de ce travail. Son logement à l'auberge du Dauphin coûtait 3 francs par semaine, et ses économies fondaient comme neige au soleil. « Oui, madame, c'est clair. Bien. Maintenant, sortez. J'ai du travail. » Il la remercia maladroitement et quitta la boutique, sentant sur sa nuque le poids de ce regard froid qui ne l'avait pas quitté un instant. Dehors, la rue s'était animée. Les commerçants ouvraient leurs volets, les femmes sortaient faire leurs courses. Un groupe d'enfants courait en direction de l'école communale. La vie normale de Grenoble, avec ses rituels quotidiens, ses petites joies et ses petites mesquineries. Mathieu inspira profondément, essayant de chasser la sensation étrange que lui avait laissée cette rencontre. Le lendemain matin, à 4 heures précises, il frappa à la porte de service, celle qui donnait sur la ruelle arrière. Héloïse lui ouvrit immédiatement, comme si elle l'attendait déjà. Elle portait la même robe grise, le même tablier taché. Ses cheveux étaient tirés avec la même sévérité. Seuls ses yeux semblaient différents, plus vifs, presque fiévreux dans la lueur de la bougie qu'elle tenait. « Suivez-moi » ordonna-t-elle. Il entra dans l'arrière-boutique et découvrit la macérat. L'immense cuve de bois dégageait une odeur complexe, pas désagréable mais étrange, comme un mélange de levain, de bois humide et de quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. Quelque chose d'organique, presque musqué. « Vous allez apprendre à pétrir comme je pétris », expliqua Héloïse en déposant la bougie sur une poutre. « Pas comme on vous l'a appris avant, comme je le fais moi. » Elle versa la farine dans la cuve avec des gestes mesurés, puis l'eau, puis le levain qu'elle conservait dans un pot de grès fermé par un couvercle de bois. Mathieu remarqua que ce levain avait une couleur inhabituelle, presque grisâtre, et une consistance plus épaisse que ce qu'il avait connu. Mais il ne dit rien. Elle lui avait ordonné de ne pas poser de questions. « Mettez vos mains », commanda-t-elle. Il plongea les mains dans la cuve. La pâte était froide, beaucoup plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, et dense, incroyablement dense. Ses doigts s'enfonçaient avec difficulté, comme si la masse résistait activement à l'intrusion. Pétrissez, mais en silence. Aucun bruit, juste vos mains et la pâte. Mathieu commença à travailler, imitant les mouvements qu'il avait vu faire des centaines de fois par son oncle. Mais quelque chose clochait. La pâte ne réagissait pas normalement. Elle semblait se contracter autour de ses poignets, l'aspirer presque, et cette sensation de froid s'intensifiait, remontant le long de ses bras jusqu'à ses épaules. « Continuez », murmura Héloïse derrière lui. « Ne vous arrêtez pas. Elle doit vous accepter. » « Elle » Le mot résonna étrangement dans l'esprit de Mathieu. Pourquoi parlait-elle de la pâte au féminin, comme d'une entité vivante? Mais il obéit, pétrissant en silence, sentant ses muscles se tendre sous l'effort inhabituel. La pâte semblait ne jamais vouloir devenir homogène. À chaque pression, elle se divisait en grumeaux qui refusaient de s'incorporer, comme si différentes parties luttaient pour rester séparées. Au bout de 20 minutes, Héloïse lui toucha l'épaule. « Ça suffit pour aujourd'hui, allez vous laver les mains au puits. » Il retira ses mains de la cuve avec soulagement. Elles étaient engourdies, presque bleues de froid, et couvertes d'une pellicule de pâte qui collait à sa peau comme une seconde épiderme.
Il sortit dans la ruelle, où le puits communal dressait sa margelle de pierre grise dans la pénombre de l'aube naissante. L'eau glacée lui fit un bien immense. Il frotta vigoureusement ses mains, regardant la pâte se dissoudre et former de petits nuages blancs qui s'enfonçaient dans l'eau sombre du seau. Mais même après plusieurs rinçages, il avait l'impression que quelque chose restait, pas visible mais présent. Une sensation de viscosité fantôme sur ses paumes. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange. Mathieu arrivait à 4 heures, pétrissait en silence pendant qu'Héloïse surveillait, formait les miches sous ses instructions précises, enfournait, attendait, défournait. Le pain qui sortait du four était toujours parfait, croûte dorée et craquante, mi-dense et savoureuse. Les clients continuaient d'affluer, louant la qualité incomparable de ces miches qui semblaient avoir un goût plus riche, plus complet que n'importe quel autre pain de la ville. Mais Mathieu ne pouvait s'empêcher de remarquer certains détails troublants, la façon dont Héloïse murmurait parfois en pétrissant des mots qu'il ne comprenait pas. Les moments où elle s'arrêtait brusquement, la tête penchée comme si elle écoutait quelque chose que lui n'entendait pas. Et surtout, cette habitude qu'elle avait de nettoyer la macérat chaque soir avec une attention obsessionnelle, grattant le fond de la cuve avec ses ongles jusqu'à ce que le bois soit parfaitement lisse, sans une seule trace de pâte résiduelle. Un matin, après 2 semaines de travail, Mathieu osa briser le silence. « Madame Martin, puis-je vous demander quelque chose ?» Elle leva les yeux de la pâte qu'elle était en train de former. Son regard était indéchiffrable. « Quoi ? Le levain que vous utilisez, d'où vient-il ? Il a une odeur différente de ce que je connais. » Un long silence s'installa, si long que Mathieu crut qu'elle ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse, presque inaudible, elle dit « Il vient de ma grand-mère. Elle me l'a donné avant de mourir. C'est un levain très ancien. Il faut en prendre soin. Le nourrir régulièrement. » Le nourrir avec quoi ? Le regard d'Héloïse se durcit. Avec ce qu'il faut. Ne posez plus de questions. Mathieu déglutit et retourna à son travail. Mais cette réponse évasive ne faisait qu'amplifier son malaise. Un levain devait être nourri avec de la farine et de l'eau. C'était la base de la boulangerie. Alors pourquoi cette formulation ambiguë ? Que voulait-elle dire par « ce qu'il faut » ? Cette nuit-là, allongé dans sa chambre étroite de l'auberge, Mathieu ne parvint pas à trouver le sommeil. Des images fragmentées tournaient dans son esprit. La macérat sombre, les mains blanches d'Héloïse plongeant dans la pâte, ce regard vide qu'elle avait parfois comme si elle était ailleurs. Et cette phrase qu'elle avait murmurée un matin qu'il avait cru mal entendre, « Pardonne-moi, mais tu m'as laissé sans choix. » À qui parlait-elle ? Il n'y avait personne d'autre dans la boulangerie. Le lendemain, Mathieu arriva plus tôt que d'habitude, 3h30. Il voulait voir ce qu'Héloïse faisait avant son arrivée, ces 30 minutes de solitude où elle préparait les ingrédients. Il se glissa dans la ruelle arrière et se cacha derrière le puits, d'où il avait une vue directe sur la porte de service de la boulangerie. La lumière d'une bougie vacillait à l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit et Héloïse sortit. Elle portait quelque chose, un sac de toile assez volumineux qu'elle traînait avec effort. Elle regarda autour d'elle, aux aguets, puis se dirigea vers le fond de la ruelle, là où un renfoncement dans le mur dissimulait une porte de cave condamnée depuis des années. Mathieu retint son souffle. Elle ouvrit cette porte avec une clé qu'elle sortit de sa poche, fit descendre le sac dans l'obscurité de la cave, puis referma et verrouilla soigneusement. L'opération avait duré moins d'1 minute. Elle retourna dans la boulangerie sans un regard en arrière. Le cœur de Mathieu battait si fort qu'il avait l'impression qu'on devait l'entendre depuis la rue. Qu'est-ce qu'elle venait de cacher dans cette cave ? Et pourquoi si tôt le matin, avant même que quiconque soit éveillé ? Il attendit qu'elle soit bien à l'intérieur, puis s'approcha de la porte de cave. Vieille, rongée par l'humidité, avec un cadenas rouillé mais visiblement fonctionnel. Impossible de l'ouvrir sans la clé. Il posa son oreille contre le bois, espérant entendre quelque chose. Rien. Juste le silence épais des lieux abandonnés. À 4 heures précises, il frappa à la porte de service comme si de rien n'était. Héloïse lui ouvrit avec son habituel manque d'expression. « Entrez !» Mais ce matin-là, en plongeant ses mains dans la pâte, Mathieu sentit quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. Au fond de la cuve, entre ses doigts, il y avait quelque chose de dur, quelque chose qui n'aurait pas dû être là, quelque chose qui ressemblait terriblement à un fragment d'os. Mathieu ne dormit pas de la nuit suivante. Allongé sur son lit étroit, il fixait les poutres du plafond où la lumière de la lune dessinait des ombres qui ressemblaient à des doigts crochus. Ce qu'il avait touché dans la pâte,
Ce fragment dur, lisse, impossible, ne pouvait pas être ce qu'il croyait. C'était impossible, ridicule, le fruit de son imagination surmontée et de ses nuits trop courtes passées à travailler dans cette atmosphère étouffante. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il revoyait la scène en boucle, ses doigts s'enfonçant dans la masse froide, la sensation soudaine de quelque chose de solide contre sa paume, et puis ce bref instant où il avait vu, ou cru voir, une forme blanchâtre avant qu'Héloïse ne vienne brusquement se placer derrière lui, si près qu'il avait senti son souffle sur sa nuque. « Continuez de pétrir », avait-elle ordonné d'une voix si basse qu'elle ressemblait à un grondement. « Et oubliez ce que vos doigts croient avoir trouvé. » Comment savait-elle? Il n'avait rien dit, n'avait pas eu le moindre sursaut visible. Pourtant, elle avait su, comme si elle pouvait lire dans ses pensées ou sentir la peur qui s'était brusquement emparée de lui. Le lendemain matin, Mathieu décida de ne pas se rendre à la boulangerie. Il avait besoin de réponses avant de pouvoir continuer à travailler là-bas. Il passa la matinée à errer dans les rues de Grenoble, essayant de rassembler ses idées. Puis, vers midi, il se dirigea vers la mairie. L'édifice de pierre grise se dressait sur la place Notre-Dame, imposant et froid sous le ciel couvert. Mathieu poussa la lourde porte de chêne et pénétra dans un hall aux murs couverts de portraits jaunis de notables locaux. Une odeur de vieux papier et de cire flottait dans l'air. « Je peux vous aider, jeune homme ?» demanda un employé bedonnant, installé derrière un bureau encombré de registres poussiéreux. « Je cherche des informations sur une propriété, » improvisa Mathieu. La boulangerie de la rue des Clercs et sur sa propriétaire, Madame Héloïse Martin. L'employé le regarda avec curiosité. « Pour quelle raison ?»« Je travaille pour elle. Je voudrais savoir depuis combien de temps elle possède le commerce. C'est pour une question d'assurance. » Le mensonge était maladroit, mais l'employé sembla s'en satisfaire. Il se leva en soupirant et disparut dans une pièce adjacente dont Mathieu entendit s'ouvrir une porte grinçante. Il revint quelques minutes plus tard avec un registre épais, couvert de cuir usé. « Voyons voir, rue des Clercs. Ah voilà, la boulangerie appartient à la famille Martin depuis 1873, d'abord tenue par Auguste Martin, puis, après sa mort en 1889, par son épouse Héloïse. Comment est-il mort? L'employé plissa les yeux. Pourquoi cette question? Simple curiosité. On m'a dit qu'il était mort jeune, un silence. L'employé referma le registre. Pneumonie, selon le certificat de décès. Mais il y a eu des rumeurs à l'époque, des ragots de quartier sans fondement. Quel genre de rumeurs? L'homme hésita, visiblement mal à l'aise. Écoutez, mon garçon, les gens parlent beaucoup dans cette ville, surtout quand une femme se retrouve seule et continue de prospérer sans homme pour la diriger. Il y a eu des insinuations sur sa moralité, des histoires absurdes sur des rituels étranges dans sa boulangerie, mais rien de concret, rien qui ait justifié une enquête. Des disparitions? Demanda Mathieu, la gorge serrée. L'employé le fixa longuement. Pourquoi posez-vous cette question? J'ai entendu parler d'un boucher qui aurait quitté la ville récemment, Monsieur Gaspard. Il est parti voir sa sœur à Lyon, c'est ce qu'on dit. Mais quelque chose dans le ton de l'employé suggérait qu'il n'en était pas entièrement convaincu. Écoutez, si vous avez des soupçons concernant Madame Martin, adressez-vous à la gendarmerie. Mais je vous préviens, elle est respectée dans ce quartier. Ces accusations sans preuve ne mèneront nulle part. Mathieu comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus. Il remercia l'employé et sortit de la mairie, le cœur battant. Des rumeurs, des disparitions, une mort suspecte. Tout cela formait un tableau inquiétant, mais encore trop flou pour constituer une véritable accusation. Il décida de pousser plus loin ses recherches. Il passa l'après-midi à interroger discrètement les commerçants du quartier. Le cordonnier qui avait connu Auguste Martin lui raconta que c'était un homme jovial, aimant le vin et les discussions politiques. Il était en pleine santé, et puis d'un coup, en 3 jours, il était mort. Ça a surpris tout le monde, mais bon, la pneumonie, ça peut être fulgurant. La couturière, Madame Bertillon, fut plus bavarde. Héloïse a toujours été étrange, même avant la mort de son mari. Elle venait d'une famille de la campagne, du côté de Saint-Martin-du-Riage. Des gens isolés qui parlaient peu avec leurs voisins. Sa grand-mère était réputée pour connaître les plantes, les remèdes. Certains disaient que c'était une sorcière, mais vous savez comment sont les gens de la montagne, ils ont leurs superstitions. Et après la mort de son mari, elle s'est encore plus repliée sur elle-même. Elle travaille seule depuis 10 ans. Enfin, elle a eu quelques apprentis au fil du temps, mais aucun ne reste longtemps. Ils partent tous au bout de quelques semaines, sans explication. Vous êtes le 4e
Ou le 5e, je crois. Cette information glaça Mathieu. Qu'était-il arrivé aux autres apprentis? Pourquoi était-il parti si rapidement? Le soir tombait quand il retourna vers la rue des Clercs. Il ne comptait pas entrer dans la boulangerie, juste observer, essayer de comprendre. Il se posta dans l'ombre d'une porte cochère de l'autre côté de la rue et attendit. À 7 heures, Héloïse ferma boutique. Il la vit à travers la vitrine, éteignant les lampes, rangeant les quelques miches invendues, puis elle disparut dans l'arrière-boutique. Mathieu attendit encore 1 heure, grelottant dans le froid humide qui montait des pavés. Finalement, vers 8 heures, la lumière de la bougie réapparut dans l'arrière-boutique, et il la vit faire quelque chose d'étrange. Elle sortit le pot de grès contenant le levain et le posa sur la table. Puis elle prit un couteau, un grand couteau de cuisine à la lame large et brillante, et se coupa délibérément la paume de la main gauche. Le sang coula noir dans la lumière jaune de la bougie, et elle le laissa goûter dans le pot de levain. Goutte après goutte, avec une précision rituelle, Mathieu sentit ses jambes se dérober. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Elle nourrissait le levain avec son sang. C'était donc ça, ce qu'il faut, son propre sang. Mais pourquoi? Quel genre de pain cela produisait-il? Et surtout, était-ce vraiment juste son sang? Il pensa aux fragments durs qu'il avait touchés dans la pâte, au sac qu'elle avait descendu dans la cave, aux disparitions. Tout se connectait dans son esprit comme les pièces d'un puzzle monstrueux dont il refusait encore de voir l'image complète. Il fallait qu'il entre dans cette cave. C'était la seule façon de savoir. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, Mathieu retourna dans la ruelle. La ville dormait sous un ciel sans lune, plongé dans une obscurité presque totale. Il avait apporté une lanterne sourde et un petit pied de biche volé dans l'atelier du maréchal Ferrand, où il avait travaillé brièvement avant la boulangerie. Le cadenas résista moins qu'il ne l'avait craint. 3 coups de levier bien placés, et il céda dans un craquement sec qui lui sembla résonner comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. Il retint son souffle, attendant qu'une fenêtre s'ouvre, qu'un cri s'élève. Rien. Grenoble dormait. Il ouvrit la porte de cave. Une odeur terrible monta immédiatement vers lui. Un mélange de moisie, de pourriture et de quelque chose d'autre, de plus sucré, de plus écœurant. Il faillit vomir mais se força à descendre les marches de pierre glissantes, sa lanterne projetant des ombres dansantes sur les murs suintants d'humidité. La cave était petite, à peine plus grande qu'une chambre, et elle était remplie de sacs, des dizaines de sacs de toile empilés contre les murs, certains anciens et affaissés, d'autres manifestement récents. Mathieu s'approcha du plus proche et l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait de la farine. Juste de la farine mélangée à... Il plongea la main dedans et la retira immédiatement, horrifié. Ses doigts étaient couverts d'une poudre blanchâtre dans laquelle étaient mélangés des fragments d'os broyés, humains. Il en était certain. La forme caractéristique d'un bout de côte, le fragment d'une vertèbre, des débris de crâne. Il recula, la bile lui montant à la gorge. Autour de lui, dans la lumière tremblante de la lanterne, il voyait maintenant les sacs pour ce qu'ils étaient, des tombes, des corps réduits en poudre mélangés à la farine, prêts à être incorporés dans la pâte. Combien y en avait-il? 10? 20? Plus? Je me demandais quand vous viendriez. La voix d'Héloïse, glaciale, venait du haut des escaliers. Mathieu fit volte-face, la lanterne manquant de lui échapper des mains. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, une silhouette noire découpée sur le ciel nocturne. Dans sa main droite, elle tenait quelque chose qui brillait faiblement. Le couteau. Le même couteau avec lequel elle s'était entaillé la paume. Vous n'auriez pas dû venir ici, Mathieu. J'aimais bien votre travail. Vous étiez doué. Dommage. Elle commença à descendre les marches, lentement, méthodiquement. Et Mathieu comprit qu'il n'avait qu'une seule issue. La fuir, la contourner, remonter ses escaliers et courir jusqu'à ce que ses poumons explosent, jusqu'à la gendarmerie, jusqu'à n'importe où loin de cette femme et de sa cave remplie d'eau broyée. Il éteignit brusquement sa lanterne et se rua vers l'escalier dans l'obscurité totale. Mathieu percuta Héloïse de plein fouet dans les escaliers. Le choc fut violent, les projetant tous deux contre le mur humide de la cave. Le couteau tomba dans l'obscurité avec un tintement métallique. Pendant quelques secondes, ils luttèrent en silence, leur respiration haletante résonnant dans l'espace confiné. Mathieu sentait les mains d'Héloïse, ces mains qu'il avait vues pétrir le pain avec tant de douceur, se refermer sur sa gorge avec une force surprenante. « Vous ne comprenez pas » siffla-t-elle contre son oreille.
Vous ne pouvez pas comprendre. Il réussit à la repousser et grimpa les marches en trébuchant, ses poumons brûlant dans sa poitrine. Dehors, l'air froid de la nuit le gifla au visage. Il courut dans la ruelle, puis dans la rue, puis à travers les rues désertes de Grenoble, sans se retourner, sans s'arrêter, jusqu'à ce que ses jambes ne le portent plus. Il s'effondra finalement contre un mur, près de la place Grenette, tremblant de froid et d'épouvante. Son esprit tentait désespérément de donner un sens à ce qu'il avait vu. Des os humains broyés, des dizaines de sacs, la cave secrète, le sang versé dans le levain. Tout cela formait un tableau si monstrueux qu'il avait du mal à accepter sa réalité. Il fallait prévenir les autorités, immédiatement. Mais qu'il croirait? Un jeune homme inconnu à Grenoble, travaillant depuis à peine 3 semaines pour une boulangère respectée du quartier, l'accusant de transformer des cadavres en farine. Il serait pris pour un fou, ou pire, pour un affabulateur cherchant à nuire à la réputation d'une commerçante honnête. Il avait besoin de preuves irréfutables. Le lendemain matin, épuisé mais déterminé, Mathieu se rendit au bureau de poste et envoya un télégramme à Lyon, à un ami journaliste qu'il avait connu durant son apprentissage chez son oncle, Paul Mercier, un homme curieux et tenace, qui avait écrit plusieurs articles sur des affaires criminelles. Si quelqu'un pouvait l'aider à donner de la crédibilité à son histoire, c'était lui. En attendant la réponse, Mathieu entreprit ses propres recherches. Il se rendit à la bibliothèque municipale, un bâtiment austère près de la préfecture, et demanda à consulter les archives des journaux locaux des 10 dernières années. « Vous cherchez quelque chose en particulier » demanda la bibliothécaire, une femme âgée aux lunettes épaisses. « Des articles sur des disparitions dans le quartier de Saint-Laurent. » Elle lui apporta plusieurs classeurs poussiéreux. Mathieu passa l'après-midi à les parcourir, prenant des notes méticuleuses. Ce qu'il découvrit le glaça. En 10 ans, pas moins de 15 personnes avaient disparu dans ce quartier ou ses environs. La plupart étaient des hommes seuls, ouvriers, artisans, voyageurs de passage. Quelques femmes aussi, mais plus rarement. Dans presque tous les cas, les autorités avaient conclu à des départs volontaires ou à des accidents. Aucune enquête approfondie n'avait été menée. Après tout, les gens disparaissaient régulièrement à cette époque. La mobilité était grande, les communications difficiles. On pouvait facilement se perdre dans la masse d'une autre ville, recommencer ailleurs sans laisser de traces. Mais Mathieu remarqua un détail troublant. La plupart de ces disparitions s'étaient produites durant les mois d'hiver, entre novembre et mars. Et dans plusieurs cas, les disparus avaient été vus pour la dernière fois dans le quartier de la rue des Clercs, parfois à proximité immédiate de la boulangerie. Il releva également un article plus ancien, datant de 1875, évoquant la grand-mère d'Héloïse, Marguerite Bonnard. Cette femme avait été accusée par ses voisins de Saint-Martin-d'Uriage de pratiquer la sorcellerie, rien de très précis. Les accusations se limitaient à des rumeurs sur des rituels nocturnes, des décoctions étranges, des guérisons miraculeuses qui cachaient, disait-on, des pactes avec des forces obscures. L'affaire n'avait jamais été jugée, Marguerite étant morte peu après d'une maladie foudroyante. Mais le journaliste notait que sa petite-fille, Héloïse, alors adolescente, avait passé les dernières années de sa vie auprès d'elle, apprenant les secrets de son art. Quels secrets? Mathieu sentait qu'il touchait à quelque chose de fondamental, quelque chose qui dépassait le simple crime. Il y avait une dimension rituelle dans ce qu'Héloïse faisait, une logique tordue qui transformait le meurtre en sacrement. Le télégramme de Paul Mercier arriva le surlendemain. 3 mots seulement. « J'arrive. Samedi soir. » Mathieu attendit son ami à la gare, piétinant sur le quai glacé, tandis que le train de Lyon entrait en gare dans un nuage de vapeur blanche. Paul descendit du wagon, emmitouflé dans un épais manteau de laine noire, une sacoche de cuir à l'épaule. C'était un homme dans la trentaine, au visage intelligent marqué par des années de nuits blanches passées à écrire des articles. « Mathieu !» Il l'étreignit chaleureusement. « Ton télégramme était pour le moins énigmatique. Qu'est-ce que cette histoire de boulangère criminelle ?» Ils s'installèrent dans un café près de la gare, et Mathieu raconta tout. La macérat, le levain nourri au sang, la cave remplie d'ossements broyés, les disparitions. Paul l'écouta sans l'interrompre, prenant des notes dans un petit carnet qu'il sortit de sa poche. « C'est une histoire extraordinaire, » dit-il finalement. « Si elle est vraie, nous tenons là l'une des affaires criminelles les plus effroyables du siècle. Mais tu as raison sur un point. Nous avons besoin de preuves tangibles. Les autorités ne bougeront pas sur la base de tes seules affirmations. Que suggères-tu ? Il faut entrer dans cette boulangerie, examiner la cave officiellement.
Prélevez des échantillons de ce que tu as vu. Et surtout, il faut comprendre le mobile. Pourquoi fait-elle ça? Pour l'argent? Pour le pouvoir? Ou y a-t-il autre chose, quelque chose de plus irrationnel? Mathieu hésita. Il y a cette histoire de sa grand-mère, les rumeurs de sorcellerie, et la façon dont elle parle parfois comme si elle obéissait à une sorte de commandement. Paul haussa un sourcil. Une croyance religieuse déviante? Un rituel ancestral? Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle croit vraiment à ce qu'elle fait. Ce n'est pas juste une tueuse, c'est autre chose. Le lendemain, ils échafaudèrent un plan. Paul se présenterait comme un inspecteur sanitaire envoyé par la préfecture pour contrôler les boulangeries de la ville. C'était crédible. De tels contrôles existaient, bien que rares. Pendant ce temps, Mathieu entrerait par la ruelle arrière et prélèverait des échantillons dans la cave. Le lundi matin, à 10 heures, Paul frappa à la porte de la boulangerie. Héloïse lui ouvrit, méfiante. « Madame Martin, je suis Paul Mercier, inspecteur sanitaire de la préfecture. Je dois procéder à un contrôle de routine de votre établissement. » Elle le fixa longuement, sans expression. « Vous avez des papiers ?» Paul sortit un document qu'il avait fabriqué lui-même la veille, imitant le style administratif des documents officiels. Héloïse l'examina, puis hocha la tête. « Entrez. » Pendant qu'elle le guidait à travers la boutique, répondant à ses questions sur la provenance de sa farine, ses conditions de stockage, son four, Mathieu se faufilait dans la ruelle arrière. Le cadenas brisé avait été remplacé, mais par un autre de piètre qualité. Quelques coups de levier et il était à nouveau dans la cave. L'odeur était toujours aussi terrible. Mathieu sortit plusieurs petits sacs de toile qu'il avait apportés et commença à prélever des échantillons du contenu des sacs. Ses mains tremblaient en touchant cette poudre macabre, cette farine mélangée de mort. Il referma soigneusement les sacs, les glissa dans ses poches et s'apprêtait à remonter quand il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu lors de sa première visite. Dans un coin, caché sous un vieux drap, il y avait une caisse de bois. Il souleva le drap. À l'intérieur, des objets soigneusement rangés. Un livre ancien, à la couverture de cuir craquelé, plusieurs fioles contenant des liquides sombres, des bouteilles d'herbes séchées et, plus troublant encore, des photographies. Des dizaines de photographies, représentant des hommes et des femmes qu'il ne connaissait pas, tous avec la même expression figée, presque cadavérique, et au dos de chaque photo, une date et un nom. Il reconnut plusieurs noms de la liste des disparus qu'il avait établie à la bibliothèque, et il comprit. C'étaient les victimes. Héloïse les photographiait avant de les tuer, conservant leur image comme on conserverait un trophée, ou peut-être comme on conserverait le souvenir d'une offrande. Il prit le livre et l'ouvrit. Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée, en français mais avec des mots étranges, des formules qui ressemblaient à des incantations. Et sur la première page, un titre « Recette de ma grand-mère Marguerite Bonnard pour nourrir les vivants et honorer les morts ». C'était un livre de sorts, ou plutôt un grimoire déguisé en livre de recettes culinaires. Mathieu parcourut rapidement les pages. Chaque recette était en fait une instruction pour un rituel, et l'une d'elles, marquée d'une annotation en marge de la main d'Héloïse, portait le titre « Le pain de la continuation ». Il lut, le cœur battant, pour perpétuer la vie de celui qui pétrit et assurer sa descendance dans la lignée des gardiens, prendre la chair de ceux qui ont offensé ou menacé, la réduire en poudre très fine, la mêler à la farine de froment dans la proportion d'1 part pour 10, ajouter le sang du pétrisseur à la lune décroissante et cuire selon l'art traditionnel. Celui qui mange de ce pain 3 fois durant la saison sombre recevra protection contre la maladie, la vieillesse et la mort avant terme. Les âmes des offerts serviront de rempart contre le néant. Mathieu referma le livre, horrifié. Héloïse croyait que ce pain la protégeait. Qu'en incorporant les corps de ses victimes à sa nourriture, elle s'appropriait leur force vitale, prolongeait sa propre existence. C'était de l'anthropophagie ritualisée, déguisée en art culinaire. Il glissa le livre sous sa veste et remonta précipitamment les escaliers. Dehors, le jour avait atteint son zénith. Il referma la porte de cave et courut jusqu'à la place Grenette, où il devait retrouver Paul. Son ami était déjà là, l'air sombre. « Elle m'a mis dehors. Elle a dit qu'elle savait que je n'étais pas un véritable inspecteur, que mes questions étaient trop précises, trop orientées. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit
Dites à votre ami qu'il ne devrait pas fouiller dans ce qui ne le regarde pas. Les secrets ont leur gardien et ils ne pardonnent pas les intrusions. Mathieu sortit le livre et les sacs d'échantillons. Nous avons ce qu'il faut, allons voir le gendarme, maintenant. Le capitaine Lefort, commandant de la gendarmerie de Grenoble, était un homme massif au visage buriné par 40 ans de service. Il écouta le récit de Mathieu et examina les preuves avec une expression qui passa progressivement du scepticisme à l'horreur. Le livre, les échantillons, les photographies, les témoignages écrits que Mathieu et Paul avaient rassemblés auprès des familles de disparus. Si tout cela est vrai, dit-il lentement, nous avons affaire à une criminelle d'une perversité rare. Mais je dois vous prévenir, une femme comme Madame Martin établie dans le quartier depuis des années, respectée par ses clients, une arrestation mal gérée pourrait déclencher un scandale. Il faut que nous procédions avec méthode. Avec méthode ? S'indigna Mathieu. Pendant que vous procédez, elle continue peut-être à tuer. Calmez-vous, jeune homme. Nous allons agir ce soir même. Je vais réquisitionner un médecin légiste pour examiner les échantillons que vous avez prélevés. S'il confirme la présence d'ossements humains, nous procéderons à l'arrestation demain à l'aube. D'ici là, je poste 2 hommes en surveillance, près de la boulangerie. Elle ne pourra pas s'enfuir. Cette nuit-là, Mathieu ne ferma pas l'œil. Allongé dans sa chambre d'auberge, il imaginait Héloïse dans sa boulangerie, seule avec ses démons, ses rituels, sa folie méthodique. Que pensait-elle en ce moment? Savait-elle que la fin approchait? Ou continuait-elle à pétrir imperturbable, convaincue que ses pratiques la protégeaient de toute conséquence? À 4 heures du matin, des coups frappés à sa porte le tirèrent de sa demi-somnolence. C'était un gendarme, le visage pâle. « Monsieur Chevalier, il faut venir. Maintenant, il y a un problème. » Mathieu s'habilla en hâte et suivit le gendarme à travers les rues encore plongées dans l'obscurité. Quand ils arrivèrent rue des Clercs, un attroupement s'était déjà formé malgré l'heure matinale. Une lueur orangée dansait contre les façades. La boulangerie était en feu. Les flammes s'échappèrent des fenêtres de l'arrière-boutique, léchant les pierres noircies, projetant des ombres monstrueuses sur les murs des immeubles voisins. Plusieurs habitants formaient une chaîne humaine, tentant vainement de combattre l'incendie avec des seaux d'eau prélevés au puits. Mais il était évident que c'était peine perdue. Le bâtiment entier serait bientôt consumé. « Où est-elle » cria Mathieu au capitaine Lefort, qui dirigeait les opérations. « Disparue. Mes hommes sont arrivés il y a une demi-heure. Les fenêtres étaient déjà éclairées par les flammes. Ils ont enfoncé la porte, mais elle n'était plus là. Ou si elle y était... » La phrase resta en suspens. Tous comprirent ce qu'elle signifiait. Si Héloïse était encore à l'intérieur, elle était déjà morte, consumée par le feu qu'elle avait peut-être elle-même allumé. Mathieu s'approcha aussi près qu'il put des flammes. La chaleur lui brûlait le visage, mais il ne pouvait détacher son regard de ce spectacle hypnotique. Il pensait à la Massaïra, en train de se consumer, aux sacs dans la cave, réduits en cendres, aux preuves qui disparaissaient dans un linceul de fumée noire. Paul le rejoignit, posant une main sur son épaule. « Elle a gagné, murmura-t-il. Elle a tout détruit. Sans corps, sans preuve matérielle, l'affaire sera classée. On dira que c'était un accident, un four mal éteint. »« Non, » dit Mathieu avec force. « Nous avons le livre. Nous avons les échantillons, les témoignages. Des échantillons qui pourraient provenir de n'importe où, selon un avocat. Un livre qui pourrait n'être qu'un recueil de superstitions inoffensives. Et des témoignages de disparus dont personne ne peut prouver qu'ils ont été victimes d'autre chose que du hasard. » Mathieu savait que son ami avait raison. Sans corps identifiables, sans scène de crime intacte, l'accusation serait impossible à soutenir. Héloïse Martin resterait dans l'histoire de Grenoble comme une boulangère mystérieuse, morte dans l'incendie de son commerce. Peut-être quelques rumeurs circuleraient-elles, mais rien de plus. Au lever du soleil, quand les flammes eurent enfin été maîtrisées, le capitaine Lefort organisa une fouille des décombres. Mathieu y participa, les mains protégées par des gants épais, retournant les poutres carbonisées, les pierres noircies, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi, qui puisse prouver la vérité. Ce fut Paul qui fit la découverte. Au fond de ce qui avait été l'arrière-boutique, sous les restes effondrés du toit, il trouva une masse sombre et contractée. Un corps, ou plutôt ce qui avait été un corps. Les flammes l'avaient réduit à un assemblage méconnaissable de membres calcinés, mais la position était étrange. Le corps était recroquevillé à l'intérieur de la macéra de bois, comme si Héloïse avait choisi de mourir là, dans ce qui avait été le centre de son rituel.
Le médecin légiste qui examina les restes confirma qu'il s'agissait d'une femme d'environ 40 ans. L'identification formelle par les dents fut compatible avec ce qu'on savait d'Héloïse Martin. Quant à la cause de la mort, le médecin conclut à une asphyxie par inhalation de fumée suivie d'une carbonisation post-mortem. « Elle s'est laissée mourir », dit Mathieu à Paul, alors qu'il regardait les gendarmes emballer les restes dans un linceul. « Elle aurait pu sortir. La porte de la ruelle était ouverte, mais elle a choisi de rester, comme si elle voulait être mélangée à sa propre création, compléta Paul sombrement. Une dernière offrande, ou une punition auto-infligée. Qui sait? L'enquête officielle conclut à un accident domestique. Le feu était parti du four, mal éteint. Madame Martin, surprise dans son sommeil, n'avait pas eu le temps d'évacuer. Aucune mention ne fut faite des ossements, du livre, des disparitions. Le capitaine Lefort, sous la pression de ses supérieurs qui ne voulaient pas d'un scandale qui ternirait la réputation de la ville, fit classer l'affaire sans suite. Paul écrivit néanmoins un article pour son journal lyonnais, un long texte documenté relatant l'histoire de la boulangère et de ses crimes présumés. Mais l'article fut refusé par la rédaction, jugé trop sulfureux, trop peu étayé. « Vous comprenez, lui dit le rédacteur en chef, nous ne pouvons pas publier des accusations aussi graves contre une morte sans preuve irréfutable. C'est de la diffamation, même post-mortem. » Mathieu quitta Grenoble la semaine suivante. Il ne supportait plus cette ville, ces rues où il avait frôlé l'horreur, cette boulangerie dont les ruines fumaient encore dans ses cauchemars. Il retourna à Lyon, trouva du travail dans une imprimerie, essaya de reprendre une vie normale. Mais il ne parvint jamais à oublier. Les nuits, il se réveillait en sueur, revoyant les mains d'Héloïse plongeant dans la pâte, entendant ses murmures en langue ancienne, sentant le froid anormal de cette masse qui résistait sous ses doigts. Et parfois, dans ses rêves les plus sombres, il voyait la macéra encore fumante, et dedans, une silhouette qui pétrissait sans fin, mélangeant chair et farine, sang et levain, dans un rituel qui ne s'arrêterait jamais vraiment. 3 mois après l'incendie, une nouvelle boulangerie ouvrit rue des Clercs. Un jeune couple de Chambéry, les Dubois, qui ne savaient rien de l'histoire du lieu. Leur pain était bon, disait-on, mais différent, plus léger, moins dense, sans ce goût particulier qui avait fait la réputation de Madame Martin. Les vieux habitants du quartier hochèrent la tête en achetant leur miche. « Ce n'est plus pareil, » murmurait-il. « Le pain d'avant avait quelque chose de spécial. On ne retrouvera jamais ça. » Et Mathieu, quand il entendit ces paroles rapportées par Paul lors d'une de leurs rares rencontres, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, parce qu'il savait exactement ce qui rendait le pain d'Héloïse si spécial. Et il savait que certains habitants du quartier, sans le savoir, avaient partagé leur repas avec les morts. En 1923, 14 ans après l'incendie, un ouvrier creusant pour installer de nouvelles canalisations dans la rue des Clercs découvrit à 2 mètres sous le niveau de la chaussée une vieille cave murée dont l'existence avait été oubliée. À l'intérieur, parfaitement conservés dans l'obscurité humide, se trouvaient plusieurs dizaines de sacs de toile, leur contenu intact. L'analyse révéla un mélange de farine et d'ossements humains broyés. 18 corps différents, selon les estimations des experts. L'affaire fit brièvement la une des journaux locaux, ravivant les rumeurs sur la sinistre boulangère. Mais aucune action judiciaire ne fut entreprise. Les morts étaient morts, les coupables aussi. Mathieu Chevalier mourut en 1951 à l'âge de 64 ans dans un hospice lyonnais. Jusqu'à son dernier jour, il refusa de manger du pain. Ses infirmières disaient qu'il murmurait parfois des mots étranges dans son sommeil, des phrases qui ressemblaient à des confessions ou à des prières, et que juste avant de mourir, il avait tendu ses mains devant lui, comme s'il pétrissait une masse invisible, en répétant sans cesse « Elle est toujours là, dans la farine, dans le levain. Elle ne part jamais vraiment. » Le dernier registre de la boulangerie Martin, celui qu'Héloïse tenait avec une précision obsessionnelle et qui fut retrouvé dans les décombres, contenait une étrange annotation sur la dernière page, écrite la nuit même de l'incendie. La chair nourrit la chair, le pain nourrit l'âme, et dans le pétrin de la vie et de la mort, tout se mélange, tout se transforme, tout continue. Je retourne à la macéra, je deviens la farine. Qu'un jour peut-être quelqu'un d'autre apprendra la recette et continuera l'œuvre. Parce que les secrets ne meurent jamais vraiment. Ils attendent juste, dans l'obscurité, que des mains nouvelles viennent les réveiller. La boulangerie des Dubois ferma en 1935. Puis une autre ouvrit, puis une autre.
et une autre encore. Toutes finissèrent par fermer au bout de quelques années, sans explication claire. C'est un lieu maudit, disaient les plus superstitieux. Il y a quelque chose dans les murs, quelque chose qui ne part pas. Aujourd'hui, un café occupe l'emplacement de l'ancienne boulangerie. Les touristes s'y installent sans connaître l'histoire, commandant leur expresso et leur croissant en regardant passer les tramways modernes. Mais parfois, tard le soir, quand le café ferme et que la rue se vide, les habitants du quartier jurent entendre un bruit étrange venant du sous-sol. Un bruit rythmique, régulier, comme quelqu'un qui pétrirait de la pâte. Et dans la cave condamnée, là où personne ne va plus depuis des décennies, la macérat de bois, miraculeusement épargnée par le temps et le feu, attend toujours dans l'obscurité, vide, silencieuse, mais pas vraiment seule, parce que certaines histoires ne finissent jamais. Elles se contentent d'attendre que quelqu'un vienne, par curiosité ou par destin, poser ses mains dans la pâte et découvrir ce que la farine garde en elle. Et à Grenoble, dans les vieilles familles du quartier Saint-Laurent, on raconte encore aux enfants, pour les empêcher de traîner dans les ruelles sombres, « Méfiez-vous du pain trop bon, trop dense, trop savoureux. Demandez-vous toujours ce qui le rend si spécial. Parce que parfois, la réponse n'est pas celle que vous voulez entendre. »